Un milliardaire interpelle une serveuse noire pour des conseils financiers, une simple plaisanterie. Mais ses premiers mots le stupéfient. Et si, avec cette eau, vous m'offriez quelques conseils financiers? Lança Stéphane Mercier, sans même se donner la peine de lever les yeux de son smartphone, s'esclaffant de sa propre saillie. Le prestigieux restaurant Le Clos des Vignes, au cœur du très chic Saint-Germain-des-Prés, était l'apanage de l'élite parisienne, et il était accoutumé à être traité avec les égards dus à un potentat de la finance. L'atmosphère était empreinte d'une élégance discrète, un mélange de conversation à voix basse et du tintement délicat des couverts sur la porcelaine fine, un décor parfait pour son arrogance. Chloé Dubois marqua une pause, la carafe d'eau en cristal en suspens. À 28 ans, elle avait servi son lot de clients hautains dans cet établissement de grand luxe. Pourtant, il y avait dans le ton dédaigneux de cet homme une nuance qui la piqua au vif. Ce n'était pas seulement un manque de respect. C'était cette sorte de mépris désinvolte, presque indolent, que les individus de son rang réservaient à ceux de sa condition. Une humiliation gratuite, non pas tant pour blesser que pour réaffirmer un ordre social qu'il considérait comme immuable. Avec plaisir, répliqua Chloé, sa voix d'un calme professionnel irréprochable, mais ses yeux profonds lançaient des éclairs d'une intensité surprenante. J'allouerai 40% à des fonds négociés en bourse sur les marchés émergents, spécialisés dans les énergies renouvelables. 25% iraient à des titres de technologie médicale que le marché sous-estime actuellement. 20% seraient placés dans des fonds d'immobilier d'entreprise dans des agglomérations de second rang. 10% dans les matières premières agricoles pour se prémunir contre l'inflation. Et je conserverai 5% en liquidité pour saisir les opportunités d'arbitrage. Le silence qui s'ensuivit fut d'une densité palpable. Stéphane releva enfin le visage, son rictus condescendant se figeant tandis qu'il réalisait la portée de ses propos. Ce n'était pas une réponse anodine. C'était une analyse financière de calibre institutionnel, exposée avec la précision d'une experte qui maîtrisait les marchés mondiaux sur le bout des doigts. « Pardonnez-moi, qu'avez-vous dit » bégaya-t-il, rivant son regard sur cette femme qu'il avait, un instant plus tôt, reléguée au rang de simple accessoire. Chloé servit l'eau avec une grâce maîtrisée, comme si elle ne venait pas de faire une démonstration de savoir financier à faire pâlir les analystes de la place de Paris. « Vous m'avez sollicité pour un conseil en placement. Je n'ai fait que répondre à votre question. » À la table, les autres dirigeants avaient cessé de parler, leurs regards convergeant vers la scène. Nicolas Moreau, l'un des associés de Mercier Investissement, tout sauta, manifestement gêné. Stéphane Mercier n'avait pas l'habitude d'être contredit, encore moins par une serveuse. « Mais où avez-vous bien pu apprendre tout cela sur les marchés émergents » interrogea Stéphane, sa voix désormais teintée d'une curiosité sincère et d'une incrédulité non dissimulée. Chloé offrit un sourire énigmatique, un sourire qui fit parcourir un frisson inattendu sur l'échine de Stéphane. On apprend beaucoup de choses quand on cesse de sous-estimer l'intelligence d'autrui. L'ensemble du restaurant semblait retenir son souffle. Les serveurs étaient immobiles. Des chuchotements s'élevèrent parmi la clientèle, et Maurice Durand, le maître d'hôtel, observait la scène avec une anxiété croissante depuis son poste à l'entrée. Jamais personne n'avait vu Stéphane Mercier se faire ainsi remettre à sa place, surtout par une personne qu'il avait tenté de rabaisser. Un instant, tandis que Chloé s'éloignait pour s'occuper d'une autre table, Stéphane la dévora du regard. Son expression était un curieux mélange de désarroi, de respect forcé et d'un sentiment qui frôlait dangereusement la fascination. Cette femme détonnait dans son rôle, comme si elle portait en elle des secrets d'une ampleur que personne dans cette salle ne pouvait soupçonner. Alors que l'onde de choc se propageait encore, Chloé conservait son masque de professionnalisme absolu. Seuls ses yeux trahissaient une quiétude profonde, celle des âmes qui ont affronté des tempêtes bien plus violentes et en sont revenues. Durant le quart d'heure qui suivit, Stéphane Mercier fit une chose inhabituelle pour un homme de son statut. Il observa attentivement une personne qu'il jugeait inférieure. Chaque geste de Chloé dans la salle était disséqué avec la concentration d'un fauve étudiant sa proie, cherchant à comprendre comment une simple serveuse avait pu formuler une stratégie d'investissement digne des rapports de ses propres analystes seniors. Nicolas, glissa-t-il à son associé, enquêtait sur cette femme. Tout. Son nom, son passé, ses études, ses anciens employeurs. Je veux connaître jusqu'à la marque de son dentifrice. Nicolas Moreau acquiesça avec une nervosité palpable. Il connaissait Stéphane depuis une décennie et savait que lorsque sa curiosité maladive était piquée, il ne lâcherait pas l'affaire avant d'avoir toutes les cartes en main. « Tu crois à une espionne »
Quelqu'un qui chercherait à nous infiltrer? Stéphane secoua la tête, son regard toujours fixé sur Chloé qui servait une table d'hommes d'affaires japonais, leur parlant brièvement dans un japonais impeccable avant de noter leur commande. Non, c'est différent. Plus dangereux. Ce que Stéphane ne pouvait admettre, c'était l'idée même d'avoir pu sous-estimer quelqu'un à ce point. Sa fortune colossale de 4,2 milliards d'euros reposait justement sur son flair pour dénicher les talents et les opportunités là où personne ne les voyait. Qu'une serveuse noire, dans son restaurant fétiche, puisse faire preuve d'une telle expertise financière ébranlait les fondations de sa vision du monde, basée sur des hiérarchies sociales et intellectuelles qu'il croyait immuables. Lorsque Chloé revint s'enquérir de leurs besoins, Stéphane avait préparé sa contre-attaque verbale. « Dites-moi, Chloé, dit-il en lisant ostensiblement son badge, j'imagine que vous sortez de HEC Paris ou de Polytechnique pour détenir une telle connaissance des marchés émergents, n'est-ce pas ?» Chloé sourit. Mais ce sourire avait une acuité qui déstabilisa Stéphane. « En réalité, j'ai surtout appris en regardant des gens comme vous prendre des décisions catastrophiques, guidées par l'arrogance et non par les faits. » La réplique cingla l'atmosphère. Nicolas s'étrangla avec son vin, et Stéphane sentit une vague de chaleur lui empourprer le visage. Jamais, au grand jamais, on ne s'adressait à lui sur ce ton, et certainement pas une employée chargée de son service. « Écoutez-moi bien », Stéphane se pencha vers elle, la voix basse, sifflante de menace. « Je ne sais pas quel est votre petit jeu, mais cela fait 15 ans que je domine cette place. Je connais toutes les personnes influentes du secteur financier. Si vous en étiez une, je serais au courant. » Chloé pencha la tête sur le côté, comme si elle pesait ses mots avec une froide analyse. « Le propre des gens de pouvoir, dit-elle posément, c'est cette confusion que vous faites entre la notoriété et la compétence. Vous partez du principe que si une personne vous est inconnue, elle est forcément insignifiante. » Stéphane sentit la fureur gronder en lui, mêlée à une sensation qu'il se refusait à nommer, la peur. « Vous me faites la morale? Une serveuse? » « Je ne fais qu'observer des dynamiques comportementales, » rétorqua Chloé en retirant les assiettes avec une efficacité redoutable. « Il est fascinant de voir la réaction de certains individus lorsque leurs certitudes sont bousculées. » Tandis qu'elle s'éloignait, Stéphane dégaina son téléphone et composa un numéro de son répertoire. « Philippe Leroy, c'est Mercier. J'ai besoin d'un dossier complet sur une personne. Chloé Dubois. Elle travaille au Clos des Vignes. Je veux la totale. Formation, carrière, finances, antécédents judiciaires. Et je veux ça pour hier. » Ce que Stéphane ignorait, c'est que Chloé avait été, 5 ans durant, analyste quantitative senior à la banque Courtois et Associés. Sa vie avait basculé. Elle avait conçu des algorithmes de trading qui avaient rapporté plus de 200 millions d'euros, avant d'être la cible d'une fausse accusation de délit d'initié montée par son supérieur, un homme blanc qui convoitait son poste et cherchait un fusible lorsque l'AMF, autorité des marchés financiers, avait commencé à fouiner. L'affaire avait été classée sans suite, faute de preuves, car elle était innocente. Mais sa réputation sur la place de Paris était anéantie. Aucun établissement financier de renom ne voulait plus d'elle. Ses économies avaient fondu dans les honoraires d'avocat pour défendre son honneur. Ce poste de serveuse n'était qu'une étape, un moyen de subsister en reconstruisant sa vie, loin de l'agitation de la finance. Mais Stéphane Mercier ignorait tout de cela. Il ne savait pas que la femme qui lui servait son dîner avait jadis géré des fortunes supérieures à la sienne. Il ignorait ses contacts dans des fonds spéculatifs discrets, sa passion pour l'étude des marchés asiatiques, et que ses conseils reposaient sur des analyses nocturnes menées à partir de sources de données dont il ne soupçonnait même pas l'existence. Pendant que Stéphane manigançait son enquête, Chloé analysait sa table, notant ses tics nerveux, la servilité de Nicolas, et le mépris ordinaire avec lequel il traitait le personnel. Plus important, elle avait capté des fragments de leur discussion sur des opérations de fusion-acquisition. Des informations d'une valeur inestimable pour qui saurait les exploiter. « Monsieur Mercier », intervint Maurice Durand, le maître d'hôtel, s'approchant avec une déférence inquiète. « Je vous prie de nous excuser pour tout malentendu avec notre employé. Chloé vient d'arriver. Elle n'est peut-être pas au fait des usages avec une clientèle de votre rang. » Stéphane balaya ses excuses d'un geste de la main. « Ne vous en faites pas, Maurice. Au contraire, je la trouve très édifiante. » Maurice, perplexe, s'inclina et se retira. Le regard de Stéphane revint vers Chloé,
qui échangeait quelques mots avec un collègue près du bar. Sa posture, son port de tête, tout en elle dégageait une assurance qui transcendait sa condition actuelle. Chaque nouvelle tentative d'humiliation de Stéphane semblait la renforcer, nourrissant une détermination invisible et implacable. Ce que l'arrogant milliardaire ne voyait pas, c'est que chaque parole condescendante, chaque regard de mépris, forgeait l'arme de sa propre chute, aux mains de quelqu'un qui avait fait de la sous-estimation une arme létale. 3 jours après leur confrontation au Clos des Vignes, Stéphane Mercier examinait un rapport qui le laissait plus confus qu'éclairé. Chloé Dubois, 28 ans, casier vierge, un diplôme d'un IUT de province, aucune expérience financière notable. En apparence, elle correspondait parfaitement au profil d'une serveuse parisienne sans histoire. Rien ne colle, grommela-t-il à Nicolas Moreau dans son bureau panoramique de la Tour Mercier, à la Défense. On n'acquiert pas une telle expertise financière en étudiant dans un établissement qui ne propose même pas de master spécialisé en finance. Nicolas réajusta ses lunettes avec un air anxieux. Une fausse identité, peut-être? Ou un parcours dissimulé? Stéphane écarta l'idée. Philippe Leroy a tout vérifié, jusqu'à son acte de naissance. Chloé Dubois est bien réelle, mais c'est comme si sa vie avait démarré il y a 5 ans. Avant, c'est le néant. Ce que Stéphane ignorait, c'est qu'au même instant, à quelques kilomètres de là, dans un café sans prétention du 10e arrondissement, Chloé tapait frénétiquement sur le clavier d'un ordinateur portable usé. Sur l'écran, des données confidentielles sur Mercier Investissement défilaient, bilan, organigramme, litige, et surtout, des schémas de transactions boursières hautement suspects, suggérant un recours systématique au délit d'initié. Du nouveau? Demanda une voix qu'elle connaissait bien. Chloé sourit sans se retourner. Salut Léo. Toujours à l'heure. Léo Martin prit place en face d'elle. Jeune d'aspect, son regard trahissait une longue expérience des arcanes de la place de Paris. Ancien collègue de la banque Courtois et associé, il était l'un des rares à avoir toujours cru en son innocence. Depuis, il opérait comme consultant indépendant, loin des grandes institutions. Mercier te fait suivre, annonça Léo sans préambule, lui tendant une enveloppe Kraft. Mes sources confirment son obsession. Il a mandaté Philippe Leroy et associés, la crème de la crème pour ce genre d'enquête. Chloé ouvrit l'enveloppe et parcourut les documents, un résumé de ce que Stéphane avait découvert sur elle. Ou plutôt, de ce qu'il n'avait pas découvert. C'est parfait. Il voit exactement ce que je veux qu'il voie. Léo arqua un sourcil. Tu avais tout manigancé? Pas tout à fait. Chloé referma son ordinateur, le visage grave. Mais son humiliation au restaurant a été un déclic. Les hommes comme Stéphane Mercier ont un angle mort immense. Ils sont incapables d'imaginer qu'une personne qu'ils méprisent puisse être plus intelligente qu'eux. Les jours suivants, Stéphane redoubla d'efforts dans sa croisade personnelle. Il devint un habitué du Clos des Vignes, exigeant systématiquement d'être dans la section de Chloé, la bombardant de questions techniques sur les marchés. Ses tentatives de la piéger devenaient de plus en plus cruelles. « Dites, Chloé » lança-t-il un soir, l'interpellant alors qu'elle servait une table voisine, « j'apprends que le marché des changes asiatiques est agité. Votre analyse de l'impact sur les matières premières ?» Chloé fit mine de réfléchir sérieusement. « Je pense que la volatilité du yuan offre des possibilités d'arbitrage sur les métaux rares, notamment à la lumière des nouveaux accords commerciaux avec le Vietnam. » Stéphane arbora un sourire triomphant et cruel. Théorie fascinante. Sauf que le Vietnam a suspendu ses accords voilà 2 semaines. Votre suivi de l'actualité financière laisse à désirer, semble-t-il. L'humiliation publique était son but, et il l'atteignit. Les autres clients se tournèrent vers eux, certains murmurant sur cette serveuse qui se prenait pour une experte en finance. Chloé baissa la tête, jouant la confusion, et s'excusa avant de s'éclipser. Stéphane savoura sa victoire. Nicolas, témoin de la scène, semblait mal à l'aise. C'était peut-être un peu excessif, non? C'était nécessaire, rétorqua Stéphane froidement. Il faut remettre ces gens à leur place. Ce qu'il ignorait, c'est que Chloé avait sciemment donné une fausse information, pour évaluer jusqu'où il était prêt à aller pour la rabaisser. Chaque acte de cruauté, chaque tentative de dénigrement, était une pièce de plus à son dossier psychologique. Surtout, la présence répétée de Stéphane lui offrait une occasion unique d'étudier ses habitudes, de surprendre des bribes de conversation téléphonique, et de noter des détails qu'un homme de son importance,
habitué à être servi, n'imaginerait jamais qu'on puisse relever. Comme son habitude de laisser son téléphone écran vers le haut pendant ses appels stratégiques, ou de discuter d'affaires confidentielles en partant du principe que le personnel était à la fois sourd et invisible. C'est ainsi que Chloé entendit Stéphane évoquer une OPA hostile sur une société de technologie médicale. Les informations étaient parcellaires, mais suffisantes pour qu'elle fasse le lien avec des mouvements boursiers anormaux sur le titre de cette société. Il prépare un coup d'éclat, confia-t-elle à Léo lors de leur rendez-vous suivant. Et d'après mes analyses, je peux déjà identifier au moins 6 cas potentiels de délits d'initiés sur les 2 dernières années. Léo siffla. C'est du lourd, Chloé. Il faut des preuves irréfutables. Je les aurai, assura-t-elle, avec dans les yeux cette lueur de détermination que Léo lui connaissait. Mercier se croit le chasseur, mais il est la proie. Chaque tentative d'humiliation, chaque manifestation d'arrogance, me donne les munitions dont j'ai besoin pour le faire tomber. Pendant que Stéphane s'acharnait sur une serveuse qu'il trouvait intrigante, Chloé assemblait méticuleusement un dossier capable non seulement de réhabiliter son nom, mais aussi de révéler un système de corruption bien plus vaste que Mercier Investissement. Sous les apparences de l'humiliation se préparait une contre-offensive silencieuse qui allait transformer le prédateur en proie, d'une manière qu'il était bien loin d'imaginer. Le piège se referma un jeudi, 3 semaines exactement après leur première rencontre. Stéphane Mercier, dans sa salle de conférence, présentait à un parterre d'investisseurs les derniers détails de son OPA hostile sur la société de technologie médicale, le coup qui devait couronner sa carrière. Messieurs, déclara Stéphane en montrant des graphiques, nos analyses convergent, Biotech Solutions est massivement sous-évaluée. Notre offre à 2,8 milliards d'euros nous donnera le contrôle d'une entreprise qui en vaut le double. Les investisseurs asiatiques présents semblaient conquis. C'était le genre d'opération audacieuse qui justifiait leur confiance en Mercier Investissement. C'est à ce moment que la porte s'ouvrit sans qu'on l'ait annoncé. Stéphane, irrité par cette intrusion, s'attendait à voir sa secrétaire. Il vit Chloé Dubois. Elle n'était plus en uniforme de serveuse, mais dans un tailleur impeccable qui métamorphosait sa silhouette et son aura. « Veuillez m'excuser pour cette interruption », dit-elle d'une voix posée mais chargée d'une autorité qui capta immédiatement l'attention de l'Assemblée. « Mais il me semble qu'il y a des informations capitales que vous devriez connaître avant de signer quoi que ce soit. » Le sang de Stéphane se glaça. « Mais qu'est-ce que vous faites là ? » « La sécurité. » « Inutile, monsieur Mercier. » Chloé sourit en déposant une mallette sur la table. « Je n'en ai pas pour longtemps. Je suis simplement venu rectifier quelques erreurs à mon sujet. » Nicolas Moreau, qui avait reconnu Chloé, balbutia quelques mots et se saisit de son téléphone, sans doute pour alerter la sécurité. Mais Chloé continua, imperturbable. « Mon nom est Chloé Dubois, mais pendant 5 ans, j'ai exercé sous le nom de Chloé Lefebvre. J'étais analyste quantitative senior chez Banque Courtois et Associés, spécialisé dans les marchés émergents et la détection de fraude. » Elle ouvrit son dossier. « J'ai conçu des algorithmes de trading qui ont généré plus de 200 millions d'euros de profit, avant d'être faussement accusé de délit d'initié par mon supérieur qui, étrangement, vous ressemble beaucoup, monsieur Mercier. » Un silence de plomb s'abattit sur la salle. Stéphane sentit des gouttes de sueur perler sur son front. « C'est absurde. Vous êtes une serveuse. J'ai fait des recherches sur vous. » « Vous avez fait des recherches sur Christine Martin », rectifia Chloé en extrayant des documents. « Une identité que j'ai créée après la destruction de ma carrière. Mais pendant que vous me pistiez, je collectais les preuves de vos activités illégales. » Elle étala plusieurs documents sur la table. « Messieurs les investisseurs, voici la preuve que Mercier Investissement a systématiquement eu recours à des informations privilégiées ces 2 dernières années, enfreignant la réglementation de l'AMF à au moins 15 reprises. »« C'est grotesque !» s'exclama Stéphane en se levant. « Elle ment. C'est une serveuse mythomane. Une serveuse qui a écouté vos conversations confidentielles pendant 3 semaines, rétorqua Chloé avec un calme olympien. Une serveuse qui a noté que vous laissiez toujours votre téléphone face visible lors de vos appels importants, convaincue que le personnel est sourd et invisible. » Elle alluma un ordinateur portable. « Prenez cet enregistrement du 15 du mois dernier, où vous expliquez à votre comptable comment maquiller l'origine d'une information privilégiée sur la fusion de la société Méridian. » La voix de Stéphane résonna dans la pièce, nette et sans ambiguïté. « Peu importe la pirouette comptable, l'essentiel est qu'on ne puisse pas remonter à notre source à l'AMF.
Si on apprend qu'on était au courant 2 semaines avant tout le monde. Le visage de Stéphane devint cireux. Les investisseurs se lançaient des regards inquiets, certains commençaient déjà à ranger leurs affaires. Mais ce n'est pas tout, enchaîna Chloé, sa voix toujours aussi professionnelle tandis qu'elle démolissait sa réputation pièce par pièce. Voici des copies d'échanges entre Mercier Investissement et Biotech Solutions, datant de 6 mois, bien avant qu'une quelconque analyse ne justifie cette OPA. Les preuves s'amoncelaient, emails, relevés d'appels, transactions suspectes, un schéma de manipulation de marché s'étalant sur plusieurs années. Chaque document était une pierre de plus à l'édifice de sa culpabilité. Comment avez-vous pu obtenir? Commença Stéphane, avant de se taire, conscient de s'enfoncer. Vous avez sous-estimé les capacités d'une simple serveuse, répondit Chloé. Chaque humiliation publique, chaque geste d'arrogance, m'a fourni les outils nécessaires pour exposer votre système. Monsieur Jean-Luc Petit, l'investisseur principal, se leva. Monsieur Mercier, est-ce exact? Stéphane tenta de se ressaisir. C'est une machination. Elle cherche à nous extorquer des fonds. Vous extorquez? Chloé haussa un sourcil. Monsieur Mercier, j'ai déjà transmis l'intégralité de ce dossier à l'AMF, au Parquet national financier et à la Brigade financière, ainsi qu'à 3 grands journaux financiers. Les Échos publient leur une demain matin. L'annonce eut l'effet d'une déflagration. Nicolas Moreau en lâcha son téléphone. Les investisseurs se mirent à parler fébrilement dans leurs langues respectives. J'ai aussi pris soin d'avertir le conseil d'administration de Biotech Solutions de vos communications officieuses. Je pense qu'ils seront ravis d'apprendre que votre OPA hostile repose sur une entente criminelle. Stéphane se raccrocha à la table, prenant enfin la mesure du désastre. Vous avez tout anéanti. J'ai révélé la vérité, corrigea Chloé. L'anéantissement n'est que la conséquence de vos actes. Chaque délit, chaque manipulation, chaque marque d'arrogance, tout est consigné ici. Le téléphone de Stéphane se mit à vibrer sans discontinuer. Journaliste, autorité, investisseur furieux. Sa carrière, son entreprise, sa réputation, tout s'effondrait sous ses yeux. Mais pourquoi? Demanda Stéphane, la voix brisée. Pourquoi faire ça? Chloé le fixa avec une sérénité plus accablante que la colère. Parce que les hommes comme vous s'imaginent pouvoir humilier et détruire les autres en toute impunité. Parce qu'en voyant une serveuse noire, vous avez décrété qu'elle vous était inférieure en tout point. Elle referma son dossier, mission accomplie. Et surtout, parce qu'il fallait bien que quelqu'un démontre que sous-estimer les bonnes personnes est l'erreur la plus coûteuse qu'on puisse commettre. Tandis que les investisseurs quittaient la salle en catastrophe, annulant leurs engagements, Stéphane Mercier restait prostré, assistant à l'effondrement en quelques minutes d'un empire bâti en 15 ans. La femme qu'il avait voulu humilier était devenue l'artisan de sa propre ruine, utilisant son mépris comme une arme pour une vengeance aussi froide que précise. Dehors, Chloé appela Léo. C'est fait. Le dossier est entre de bonnes mains. La presse est sur le coup, et Mercier vient de comprendre qu'il n'est plus le chasseur. La question n'était plus de savoir si Stéphane Mercier se relèverait du scandale, mais s'il comprendrait un jour que sa chute avait été orchestrée par une intelligence qu'il avait été trop arrogant pour reconnaître, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. 6 mois plus tard, Chloé Dubois contemplait Paris depuis son nouveau bureau, au 35e étage d'un gratte-ciel de la Défense. La plaque sur la porte annonçait « Conseil financier, PDG et fondatrice ». Sa société comptait déjà parmi ses clients 3 des plus grands fonds d'investissement d'Europe. Les Échos lui avaient consacré leur couverture, l'analyste qui a fait chuter un empire. Comment une ex-serveuse a mis au jour une fraude de plusieurs milliards. Les propositions d'emploi affluaient. Banque Courtois et Associés, JP Morgan, BlackRock. Tous voulaient s'attacher les services de celle qui avait prouvé sa capacité unique à déceler les fraudes les plus complexes. Léo Martin, devenu son associé, entra avec une coupe de champagne. Le verdict pour Mercier est tombé. 15 ans de prison ferme, et 2,8 milliards d'euros d'amende et de dédommagement. Chloé acquiesça d'un signe de tête, le regard perdu sur la ville. Elle imaginait Stéphane dans sa cellule, ruminant la façon dont une simple serveuse avait provoqué sa déchéance. Mercier Investissement était en liquidation. Ses investisseurs l'avaient renié. Sa somptueuse demeure sur la Côte d'Azur était vendue aux enchères. Le plus ironique, tu sais? Dit Chloé à Léo.
C'est qu'il était persuadé qu'humilier les autres était une marque de supériorité. Il n'a jamais envisagé que chaque acte de mépris était précisément ce qui alimentait la machine de sa propre destruction. L'ironie était savoureuse. Stéphane Mercier, qui avait fondé sa carrière sur sa capacité à sous-estimer les autres, avait été terrassé par une personne qu'il jugeait insignifiante. Son arrogance, sociale et raciale, n'était pas seulement abjecte, elle était stratégiquement suicidaire. Le téléphone sonna. Un journaliste de Capital souhaitait un article sur ses méthodes de détection de la fraude. Des universités lui proposaient des chaires de professeurs. 3 maisons d'édition se disputaient son autobiographie. Chloé Dubois avait fait de 3 semaines de service au Clos des Vignes le plus grand scandale financier de la décennie. Un éditorialiste avait écrit « Sa capacité à rester impassible face à la discrimination tout en collectant des preuves accablantes redéfinit la notion de résilience et de stratégie. » Maurice, le maître d'hôtel, l'avait appelé. « Mademoiselle Dubois, nous songeons à un plat en votre honneur. Quelque chose autour de la vengeance, un plat qui se mange froid. » Chloé sourit à ce souvenir. Même le Clos des Vignes surfait sur sa notoriété, attirant les curieux. Stéphane Mercier, lui, était un paria. Ses anciens amis changeaient de trottoir. Son compte Twitter avait été fermé après une série de diatribes sur un complot qui n'avait fait que confirmer sa culpabilité. Son ex-femme avait demandé le divorce, récupérant la moitié de ce qui lui restait. Le plus beau, commenta Léo, c'est qu'il a lui-même créé le monstre qu'il a dévoré. Chaque humiliation publique t'a rendu plus déterminé à le faire tomber. Chloé sourit, se rappelant l'instant précis où Stéphane lui avait demandé, goguenard, un conseil financier. Il pensait s'amuser avec une proie sans défense. Il était en train de nourrir un prédateur infiniment plus intelligent et patient que lui. Son histoire était devenue une légende dans le milieu financier. On enseignait dans les écoles de commerce le « syndrome Mercier », quand l'arrogance et les préjugés rendent les dirigeants aveugles aux véritables menaces. Son cas était devenu une étude obligatoire sur le coût exorbitant de la sous-estimation. Chloé ouvrit un tiroir et en sortit une photo encadrée, prise par un client au Clos des Vignes et devenue virale. Elle y servait Stéphane. Un rappel quotidien que la véritable puissance n'a pas besoin de faire du bruit. Elle observe, en silence, et frappe avec une précision chirurgicale au moment opportun. Stéphane Mercier a voulu humilier une serveuse, il a créé sa propre némésie. Chloé avait appris que la plus belle des vengeances n'est pas de rendre le mal, mais d'atteindre un succès que vos ennemis n'auraient jamais cru possible.